Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale, mais qui sera récurrente, je pense, des cafés de Synapse. Bienvenue de prendre le café avec nous, ça fait plaisir. Franchement, ça fait quelques jours que je vous ai pas vu, vous m'avez manqué. Ça, c'est top. Alors, première chose, n'oubliez pas, je répète ce qu'on m'a dit de dire. Likez, mettez des pouces, mettez des cœurs si vous aimez. C'est partagez les liens. Voilà, partagez, je sais pas, faites savoir autour de vous, invitez des gens à venir boire, pas l'apéro, mais le café avec nous. Ça peut être très sympa. Plus on est, mieux c'est. Plus on est, plus c'est rigolo, plus c'est convivial, plus c'est un super moment qu'on passe avec vous. Aujourd'hui, on va parler autour de l'estime de soi, des mentors, de l'estime de soi, de comment on construit notre estime de nous, comment on peut l'améliorer, des choses comme ça. Qu'est-ce qui la constitue? Et je ne suis pas seul, je suis avec Jean-Charles. Bonjour. Bonjour Jean-Charles. Ben, moi aussi, je suis content de vous voir. Je suis content d'avoir été invité. Quelque part, c'est une atteinte à mon humilité personnelle, parole d'expert, mais qui suis-je pour être ici? Mais peut-être qu'on en parlera, peut-être qu'on va en parler de ça, cette notion. De l'humilité, oh Euh, là là, faut pas me lancer sur ce débat. On a déjà un peu parlé la dernière fois. Le balancier, toujours la voie du milieu. Le balancier, l'équilibre entre toutes choses. Mais je te laisse la parole. donc, on va parler des mentors et on peut se poser la question, est-ce que autour de moi, il y a des gens qui m'inspirent? Est-ce qu'autour de moi, il y a des gens qui m'inspirent au boulot, des gens qui m'inspirent dans ma famille? On peut avoir un mentor dans sa famille, des gens toujours en vie, euh, des gens plus en vie. En fait, on peut avoir des mentors aussi dans n'importe quel milieu sportif, milieu associatif. J'ai quelqu'un en tête là. Dans chaque milieu, on peut avoir quelqu'un qui nous inspire. Maintenant, le mentor, on va pas le réduire à quelqu'un de vivant. Ça peut être aussi quelqu'un qui est plus là. Et puis, ça peut même être quelqu'un dont on n'est pas sûr qu'il a existé. Je vais prendre un exemple extrême. Quelque part, je pense que le Christ, c'est une forme de mentor. Et c'est un guide de vie, une personne qui, par ses valeurs, représente un idéal. Et pour beaucoup de monde, bah, le Christ représente un idéal en tant que personnage conceptuel. Donc, Faut le mentor, ça peut être un énormément personnage de monde, oui. réel, ça peut être un personnage réel, ça peut être un personnage conceptuel, ça peut être même un personnage qui a existé, mais sur lequel on a construit un système de valeurs qui n'est pas une réalité historique, c'est pas grave. Mm. Ce qui compte, en fait, c'est ce qui se passe là-dedans. C'est-à-dire que moi, si telle personne, c'est mon mentor, quelle représentation j'en ai au moment où je m'inspire de lui. Voilà. C'est assez simple comme définition. Les mythes depuis tout temps dans l'histoire de l'humanité représentent des mentors, des exemples à suivre ou à ne pas suivre d'ailleurs. Mais ils sont toujours caractéristiques, nos mythes de mentors. On parlait de figures de religion. Des figures de religion, peu importe qu'elles soient réelles ou pas, sont des mythes qui construisent même des civilisations, dont la puissance des valeurs que portent ces mentors-là. Alors, on a Mais déjà une chouette question là qui sort. Est-ce possible d'avoir plusieurs mentors pour différents domaines de vie? Bah, c'est moi, je trouve ça très, très chouette comme question parce que, par exemple, il y a des gens, ils ont Gandhi comme mentor. Donc, c'est super. Maintenant,
en sexo, il n'est pas formidable comme mentor. Parce qu'en fait, il était totalement abstinent. On peut choisir plusieurs mentors. C'est même, vous en avez plusieurs. Même vous en avez plusieurs forcément. Mais est-ce que vous êtes déjà posé la question de qui est pour vous un mentor? Qui vous avez modélisé? Alors, quand on prend un mentor, on ne va pas modéliser la totalité peut-être. Il y a des personnes qu'on admire en totalité, qui seront pour nous des mentors en totalité, et d'autres moins. D'autres juste certains aspects, certains pans de leur vie. Dans le domaine professionnel, il arrive souvent qu'on ait des gens qui nous ont inspirés, qui sont des guides pour nous dans le domaine professionnel, qui sont des mentors, à qui on emprunte beaucoup. Dans la vie privée, ça va être autre chose. Tu parlais de Gandhi, moi pendant longtemps, ça a été un de mes mentors. L'image de Gandhi, de sa vie, a été, pas sur le plan sexuel, mais son image, ce qu'il a apporté, ce qu'il a fait, les engagements qu'il a pris, ont longtemps été un mentor. Aujourd'hui, beaucoup moins. Et paradoxalement, moi qui ne suis pas du tout religieux, pas du tout croyant, un de mes mentors est l'abbé Pierre. Et les combats, parce que je me reconnais beaucoup dans son moteur de fonctionnement, des choses qu'il a fait, l'abbé Pierre, et a des fonctionnements assez typiques dans lesquels je reconnais certaines choses. À ce sujet, vous, ça serait quoi vos mentors? Allez, je vous demande d'en choisir un. Allez, on va commencer par un mentor. Est-ce qu'on vous a demandé de prendre du papier et du crayon? Si on ne l'a pas fait, je vous le demande. Équipez-vous d'un papier et d'un crayon, parce qu'on va avoir besoin de solliciter un petit peu le glissement du crayon sur une feuille pendant cette heure. Donc, je vous pose la question, qui est votre mentor? Ça peut être votre grand-père, votre père, ça peut être un cousin éloigné, ça peut être Mickey, Donald. Dans les commentaires, il y a mon chef au boulot. Mon chef au boulot. Oui, et pas forcément que pour le professionnel, mais ouais, ça peut. Ça peut. On croise des gens qui sont des fois exceptionnels à nos yeux, dans lesquels on voudrait acquérir beaucoup de choses dont ils sont porteurs. Alors, méfiez-vous des gens trop proches, parce que de temps en temps, on atterrit et on voit on découvre la couche qui est sous le brillant. Moi, j'aime bien les mentors qui sont loin de nous, parce qu'au moins, on est certain qu'on pourra en garder une image idéalisée. Ben, on idéalise toujours, on ne connaît pas dans leur intimité la plupart des mentors, donc on va souvent idéaliser. Je vois ma maman, là c'est plus intime déjà, mais c'est de toute façon une image idéalisée. Je vois Simone Veil aussi, Charlie Chaplin, c'est bien. Ah, il y a quelqu'un qui a Philippe Vernois. Je n'ai pas vu passer celui-là. Notre gourou. Arthur Schopenhauer, Maître Yoda. Mais oui, Merlin l'Enchanteur. Mais oui, Merlin l'Enchanteur. Maître Yoda. Un mentor fabuleux. Formidable mentor. La vie, c'est un peu trop vague pour moi. La vie, c'est un peu trop vague. Allez chercher vraiment, si c'est la vie. Vous savez, il y a aujourd'hui, mais la vie nous apprend beaucoup de choses. Mais elle n'est pas notre point de référence. C'est pas un point de mire. Un mentor, c'est un point de mire. Nos objectifs sont des points de mire, mais pas des mentors, même s'ils nous construisent. On vit une époque paradoxale. Dans toute l'histoire de l'humanité, et désolé, j'ai un petit problème technique, dans toute l'histoire de l'humanité, ça c'est intéressant parce qu'il y a des réflexions que j'ai eues avec des gens avec qui je discutais il y a quelques mois, et qui me disaient que eux, Internet, ils apprenaient tout par Internet. C'est fabuleux parce que c'est dans toute l'histoire de l'humanité. Comment on a appris? On a appris de maître à élève. On a appris de quelqu'un qui avait appris de lui-même, reçu une compétence et qui transmettait cette compétence. Et aujourd'hui, il semblerait que ce soit l'information qui soit la compétence. Non, il manque de la dimension humaine. Dans l'apprentissage, c'est pas juste du savoir. Et c'est toute la différence entre le savoir et la connaissance. La différence entre Internet va vous apporter du savoir. Ça, c'est indéniable. Mais pas de la connaissance. Très pratique pour le Trivial Pursuit, d'ailleurs. Oui. Pour jouer, répondre à des quiz ou des choses comme ça, les soirées entre amis, ça peut être sympa. Mais la connaissance, c'est un autre niveau. C'est autre chose. C'est une compréhension intime des choses. C'est une compréhension profonde des choses. Et ça, il faut vous la faire vivre.
c'est comme tout passage de seuil. Tout passage de seuil est quelque chose qu'on ne peut le faire qu'accompagner. Alors, pas par un gourou, au sens occidental du terme, au sens asiatique du terme, pas asiatique, hein, au sens indien du terme, gourou, ça veut dire juste le maître d'apprentissage. Donc, dans ce sens-là, mais le sens américain du terme, qui s'est dévié dans les années 70, n'est pas le bon sens. Donc, pas de gourou au sens américain, juste des gens qui vous transmettent ce qu'ils ont reçu. Et c'est comme ça que ça marche, la connaissance. Après, si vous voulez que du savoir, Internet est à votre disposition. Il y a très peu de connaissances dans Internet puisqu'il faut le vivre. Oui, tu voulais dire quelque chose. Mais oui, en fait, tout à l'heure, tu as parlé de passage initiatique et je crois qu'en fait, on ne peut pas s'initier seul. On ne peut pas faire un passage initiatique seul. Maintenant, l'initiation est le début d'un chemin et ce qui suit l'initiation, on va le faire seul. Donc le passage va se faire grâce à un mentor et la suite nous appartient, elle est dans nos mains. Et si la suite, et je pense que c'est peut-être ça la différence entre le mentor et le gourou, c'est que le mentor, c'est juste celui qui t'aide à passer de l'autre côté de la porte, mais après, qui te lâche la main et qui te laisse faire ton chemin, alors que le gourou, lui, va te tenir la main et il va te la tenir jusqu'au bout. Donc, le passage initiatique se fait avec un passeur. D'ailleurs, c'est une référence directe à quelque chose qu'on pourrait voir dans une autre séance. C'est le voyage du héros. Oui. On va peut-être pas se lancer là-dedans maintenant. Non, là, on y consacrera 1 heure. Si vous voulez, si ça vous intéresse qu'on vous fasse quelque chose sur le voyage du héros, on y consacrera 1 heure entière à parler maintenant, le voyage du héros commence par un appel auquel on répond, des fois à son corps défendant, mais en tout cas, on répond, puis un passage. Et un passage, par définition, il y a un avant et un après, et le après ne pourra plus jamais être comme l'avant. Donc, ce passage, souvent, se fait avec un passage. Totalement. Totalement. Et s'il n'y a pas, si on est livré seul, il est compliqué de franchir le seuil. Philippe, je crois qu'en fait, tu leur as dit de prendre un papier, un stylo. Oui, c'est vrai. Et je crois que tu avais quelque chose en tête à ce moment-là. J'en suis pas sûr, hein, mais il me semble. Ouais, il me semble aussi. Alors, maintenant que vous avez votre papier, votre stylo, quelle heure est-il? Ah oui, ça va. Il est l'heure de travailler. Donc, vous allez noter sur ce papier. Je vous ai demandé de choisir quelqu'un qui est la référence pour vous, qui est votre mentor, le premier mentor que je vous demande de choisir. Peut-être le plus gros, peut-être le plus grand, peut-être celui qui vous touche le plus. Ça peut être votre maman, ça peut être Coluche. J'ai vu passer Coluche, un beau mentor aussi. Et maintenant, vous allez écrire 5 phrases. 5 phrases à propos de ce que vous admirez chez cette personne, des qualités que vous admirez. Alors, je veux du être, pas du faire. Hein. C'est l'être qu'on admire, pas ce qu'il pose, qu'il construit. Évidemment, en étant, il va construire. C'est des phrases comme ce que j'aime chez lui, c'est. Ce que j'aime chez lui, c'est, et pas des éléments événementiels, pas des choses qu'il a faites, mais des choses qui décrivent cette personne. Presque même, ça pourrait être un jeu, vous décrivez la personne et on doit savoir qui c'est, quoi. Mais sans parler de ce que la personne a fait, mais en parlant de ses caractéristiques. Voilà. C'est un exercice qu'on va faire en 2 parties. Là, on vous demande de faire la première partie. Donc, pendant qu'on va évoquer des sujets, écrivez ces 5 phrases. Alors, si vous en faites plus, vous en faites plus, hein, mais au minimum 5. Ça serait bien 5. Donc, qu'est-ce que c'est quand vous regardez votre mentor, vous ressentez quelque chose. En le voyant, vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous. Et quelque chose qui est lié à quoi? Qui est lié à un concept que nous, en PNL, on appelle l'estime de soi.
que d'autres appellent aussi l'estime de soi, mais on n'y voit pas toujours les mêmes choses dans l'estime de soi, dans les valeurs qu'on porte. Alors les valeurs, en PNL, on a une pyramide dans laquelle il y a une certaine place pour les valeurs, et au-dessus des valeurs, et qui sont en communication avec les valeurs, on a l'identité. Et dans l'identité, une des composantes de l'identité, c'est ce qu'on appelle l'estime de soi. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est un truc un peu bizarre. Vous allez en trouver, si vous cherchez sur Internet, la masse de représentations qu'il y en a. Suivant les courants de pensée, vous allez obtenir des choses diverses et variées sur l'estime de soi. Alors, des fois, on peut voir ça. Alors, je ne sais pas du tout comment techniquement on met ça. Voilà. Hop, je ne sais pas si ça... Voilà. Oui, je savais pas l'effet que ça allait donner. Vous pouvez aller voir ça, que l'estime de soi, c'est une espèce de sandwich avec une couche d'estime de soi, une couche c'est tartiné en amour de soi, une autre couche tartinée en image de soi, une autre couche en confiance en soi. Bon, c'est pas notre modèle de représentation à nous, ça. Notre modèle, mieux, moi. T'en as un mieux? Ah, ouais. Ben. Attends, je vais parler de l'autre et puis après... Ouais, vas-y, ouais. l'autre. Alors, voilà. Il y a celui-là qui est déjà beaucoup plus proche de notre modèle de représentation de l'estime de soi, où on va avoir d'un côté la confiance en soi, c'est une des composantes. On va avoir la vision de soi, c'est-à-dire l'image de soi. Et alors, moi, je fais la différence entre image de soi et vision de soi. Parce que pour moi, dans la vision de soi, c'est une projection qu'on fait d'un idéal et c'est mentalisé. Et c'est en partie mentalisé. Et ça peut nous porter, ça peut nous inspirer, cette vision de soi, fortement même. Pour autant, c'est ce que je voudrais être, c'est pas comme ça que je ressens que je suis. L'image de soi va faire appel à quelque chose qui est moins projeté, plus dans le ressenti. C'est pour ça que la distinction entre vision et image, elle est subtile, certes, mais une va être dans le ressenti, c'est comme ça que je le vis. Et nous, en thérapie, c'est comme ça que je le vis, c'est largement plus important que j'aimerais être ça. Alors, dans tous les cas, c'est faux. Hein. Dans tous les cas, que ce soit vision ou image de soi, c'est quelque chose de faux, qui n'est pas vraiment ce que l'on est, mais l'image que l'on se projette à soi-même ou que l'on ressent de soi-même. Et dans ce cas-là, c'est important que cette image soit positive. Si elle est négative, c'est pas très, très bon. Après, on aura l'amour de soi. Et enfin, il y a cette partie qui est l'acceptation de soi. Alors, nous, en PNL, en thérapie brève, globalement, on ne peut pas accepter ça. C'est pas possible. L'acceptation de soi ne fait pas partie de ce qui constitue l'estime de soi. C'est un modèle qui est plus un modèle, ce modèle-là, c'est plus un modèle psychanalytique, je dirais, où l'important, c'est de s'accepter. En PNL, avec nos outils, nous, notre philosophie, c'est pas de s'accepter. On estime que l'être humain est capable de changer, de se modifier, qu'il peut devenir ce qu'il veut. Il a cette liberté-là, il a cette force-là, même si par moment, on manque de force de ce côté-là. Mais on a cette force-là. De soi, ouais. Philippe, j'ai une petite intervention sur l'acceptation de soi. Il y a un terme que j'aime bien, c'est non pas s'accepter, mais je préfère s'accueillir. Et pourquoi je préfère parce que s'accepter, il y a quelque chose de passif dedans. Bon, ben, je m'accepte, c'est comme ça, va falloir faire avec. Alors que si je m'accueille, ça n'exclut pas la possibilité que je me donne de changer des choses. Donc, du coup, je vois comme je suis, j'accueille et je modifie. Et c'est pour ça que moi, tout compte fait, le schéma que je voulais proposer, c'était le même que toi, mais dans lequel j'ai enlevé l'acceptation de soi. Et d'ailleurs, dans la formation sur l'estime de soi, on demande aux stagiaires de graduer les 3 traits que j'ai faits là, de graduer le trait vision de soi ou image de soi, pour reprendre ce que tu viens de dire, amour de soi, confiance en soi, et puis quand on a fait la graduation, de mettre des notes. Et du coup, si, je dirais, si les 3 sont hauts, c'est chouette, on est devant une personne qui n'a pas de problématique d'estime de soi. Il y en a même qui vont jusqu'à graduer au-dessus de 10. Ils mettent 10, puis ils se donnent 12. C'est comme pour les yeux, il y en a, ils ont 12 sur 10 au niveau des yeux. Et en fait, il y a des gens, par exemple, qui ont une immense confiance en eux. Ils se mettent
12, alors la confiance en soi, peut-être qu'on devrait définir un petit peu. Oui, mais Moi, je te dis comment je l'explique, puis ouais. tu vas me dire si tu es d'accord ou pas, hein, parce que Ouais, on peut alors, avoir il des faut quand points de même vue que je vous différents, dise, ça arrive. vous qui écoutez Synapse de temps en temps, moi j'explique un truc, tout expert que je suis, et puis il y a Philippe Vernois qui passe et qui dit, mais c'est pas du tout ça! Et ça, c'est génial, parce que quand on est en formation et qu'on a Philippe Vernois qui passe et qui dit, mais c'est pas du tout ça! Ben, ça s'appelle un grand moment de vide. Donc, la confiance en soi, on a de la confiance en soi quand on se lance dans des aventures sans les préparer. Voilà. C'est qu'est-ce que vous pensez de votre capacité à répondre à l'adversité sans vous être préparé. Donc, les gens qui répètent énormément avant de partir dans une expérience, ils ont, ben, ils préparent. Ils préparent, ils préparent, ils préparent. Et pourquoi? Bah, parce qu'ils n'ont pas confiance en leur capacité d'improviser, de trouver une solution à ce qui va se présenter. Donc, c'est le contraire du match d'impro. Parce que si vous faites un match d'impro, vous savez, c'est ces trucs où on se met sur scène et on doit, on n'a rien préparé et on doit faire un dialogue. Bah, c'est le sommet de la confiance en soi. Et c'est aussi le sommet de l'acuité sensorielle parce qu'on va observer ce qui est autour de nous et l'utiliser. Donc la confiance en soi, pour reconnaître quelqu'un qui a une grande confiance en soi, bah, prenez vos ados. S'ils ne se préparent pas au niveau des examens, s'ils ne révisent pas, s'ils ont, bah, c'est chouette, parce que ça veut dire qu'ils ont une grande confiance en eux. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont des grandes compétences. Ils risquent de faire des expériences qui vont faire baisser leur amour de soi. Parce qu'en fait, à force d'aller au combat sans fusil, c'est-à-dire sans se préparer, on prend des grosses mandales et du coup, on fait baisser sa confiance, ou pas sa confiance, on fait baisser son amour de soi. Ce qui n'est Non, pas non plus une solution. oui. Alors, son amour de soi, je ne suis pas d'accord. Parce que pour moi, l'amour de soi, il se construit à partir des strokes qu'on a reçus dans l'enfance. Par contre, on fait effectivement, pour moi, baisser sa confiance en soi, ça c'est clair. Parce que le seul moyen de faire monter votre confiance en vous, et il n'y en a qu'un seul, qui soit vraiment efficace, c'est l'action. Et c'est paradoxal parce que quand je parle d'action massive. Ne faites pas une chose. Et là, je rejoins Robbins qui dit, faites au minimum 10 choses. Si vous ne faites pas 10 choses, votre confiance en vous, elle va baisser. Si vous faites 10 choses et qu'il y en a 3 de réussies sur les 10, votre confiance en vous, elle monte. Si vous faites 2, 3 choses et que vous ratez les 2, 3 choses, votre confiance en vous, elle tombe. C'est l'action, le passage à l'acte, qui fait la différence entre quelqu'un qui a confiance en lui et quelqu'un qui ne l'a pas. Alors, c'est vrai que quand on a confiance en soi, on passe à l'acte facilement. Après, quand on n'a pas confiance en soi, on est obligé de préparer. Mais l'idéal, c'est de passer à l'acte. Plus vous ferez d'actions, actions massives, plus votre confiance va se développer vite. Sur les 3 piliers, on a celui-là qui est la confiance en soi et il n'y a que l'action. Et c'est paradoxal parce que le problème de l'action, il est directement lié à la confiance en soi. Or, la confiance en vous, c'est quelque chose d'inné. Normalement, elle devrait être innée. La chose la plus douloureuse pour un être humain, c'est quoi? C'est le passage à l'acte. C'est de se mettre en mouvement, c'est de passer à l'action. Pourquoi vous ne passez pas à l'action? Parce que vous réfléchissez. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas bon de réfléchir, hein. C'est toujours bon de réfléchir. Mais si vous réfléchissez avant de passer à l'action, vous réfléchissez aux conséquences négatives de l'action, pas aux conséquences positives. Vous allez réfléchir aux conséquences négatives de l'action et du coup, vous ne passez pas à l'acte. C'est ça qui tue l'action. La réflexion aux conséquences négatives. Ne pensez qu'en positif, uniquement en positif. Ouais. On a pas mal de questions là sur Internet et il y a pas mal de choses à préciser. Déjà, on nous a demandé ce que c'est qu'un stroke positif, stroke négatif. Donc, bah oui, un stroke, c'est pour moi, si je reçois un stroke positif, c'est que je perçois quelque chose de positif autour de moi qui me donne une information positive à propos de moi. Donc, ça peut être mon
un de mes parents qui me dit, bah, dis donc, c'est super ce que tu viens de faire, bravo, c'est génial. Donc ça, c'est un stroke positif. T'es vraiment un abruti, hein, tu raterais vraiment tout ce que tu fais, hein. Ça, c'est un stroke négatif. Et, euh, et très souvent, nos ados qui travaillent pas, plutôt que de leur balancer des strokes positifs, bah, dis donc, c'est super cette confiance en toi que tu as là. Peut-être qu'il faudrait que tu t'entraînes un petit peu plus. Bah, souvent, on leur dit, mais t'es vraiment nul, hein, tu feras vraiment rien pour réussir. Ce qui fait que bah, il se préparait déjà peu. Et nous, on lui a un peu plus baissé la tête en dessous de l'eau, en essayant de le faire monter. Donc ça, c'est pour les strokes. Il y a une réponse sur l'improvisation, quelqu'un qui dit les improvisateurs se préparent. Oui, ils se préparent à improviser. Ils se préparent pas ils apprennent pas un texte par cœur. C'est ça que je voulais dire. Ils s'entraînent. Ils ne préparent pas leur texte. Ceux qui vont sur scène avec déjà en tête ce qu'ils vont dire, ça fait une catastrophe. C'est ça que je voulais dire. Mais oui, bien sûr, et ça rejoint le discours de Philippe, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est s'entraîner. C'est-à-dire, euh, comment vous pouvez développer votre confiance en vous en vous mettant plus souvent, c'est-à-dire au moins 10 fois, comme dit Anthony Robbins, dans des situations où vous ne vous êtes pas préparé et vous verrez bien ce que vous arriverez à faire. Du coup, ça fait quoi? Ça fait que vous vous préparez. Mais quelqu'un qui, à chaque fois, apprend son texte, il ne s'entraîne pas à la spontanéité. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Et pourtant, il s'est beaucoup préparé, mais pas de la bonne manière. Il s'est pas mis en action à la manière de la confiance en soi. Donc, quelqu'un dit quelque chose de très juste. On n'apprend pas à nager sans se jeter à l'eau. Vous n'apprenez pas à nager sur une planche à roulettes sur le bord de la piscine. Si vous voulez savoir nager, il faut y aller. C'est très juste. Après, les strokes, quelqu'un nous dit, il y a des strokes négatifs. Oui, quand quelqu'un n'est pas nourri à un stroke positif, il va chercher des strokes négatifs. Mais il vous en faut pour exister quand vous êtes enfant. Après, adulte, ça dépend un peu des tempéraments. Ça peut être minimisé. D'autres fois, c'est amplifié. Mais les strokes, vous en avez besoin pour construire votre amour de soi. Les marques d'affection que vous avez reçues par votre entourage dans votre enfance, c'est ce qui construit votre amour de vous. Et c'est là qu'on va le travailler. Là, en thérapie, c'est pas l'action qui va nous permettre de travailler votre amour de vous, mais la visualisation en hypnose. Vous savez, Erickson a implanté chez quelqu'un qui avait aucune ressource en lui un parent virtuel, quelqu'un qui venait le visiter. Je me rappelle jamais de quel mois c'est, je crois que c'est avril. Non, février, pardon, c'est l'homme de février, il me semble. Il a implanté une métaphore. C'est le nom d'un livre d'Erickson. Oui. Chez quelqu'un pour lui faire vivre une valorisation des strokes positifs. Et c'est une lumière qu'il a créée à l'intérieur pour la faire grandir après. Et ça, c'est un travail fabuleux. Donc, on en a besoin. L'amour de soi, il se construit à travers l'amour qu'on reçoit des autres. Et surtout dans l'enfance, parce que c'est là que vous allez construire la base. Et quand vous êtes plus grand, si vous en manquez, eh bien, on a des façons d'opérer. Aimez-vous, vous. Quel est l'être le plus fantastique qui est en vous? Créez un lien fort avec cet être fantastique qui est en vous. Visualisez un être qui est votre pure essence, celle qui vous constitue. Et créez un lien direct avec l'essence de cette pure essence. Imaginez-vous un clone de vous. Ça peut être un rêve éveillé. Vous vous mettez dans un canapé et vous imaginez un clone de vous qui est constitué de votre essence, de la partie la plus pure, non polluée, sans scorie de vous. Et vous voyez de ce clone-là un autre clone sortir, qui est l'essence de l'essence. Et puis faites l'expérience de créer un couloir lumineux, comme un cordon ombilical, entre ce deuxième clone, qui est l'essence de l'essence, qui est l'être le plus pur, le plus parfait, l'étincelle, et vous, et voyez comment cette chose-là vous nourrit, vous alimente, vous reconnaît. Et ça, c'est fabuleux. Je vous ferai peut-être un petit time là-dessus pour vous faire expérimenter la chose. Ça vous permet de vous aimer et de construire votre amour de vous, à l'intérieur de vous, en auto-alimentant. Ça sert aussi pour les gens qui ont des dépendances affectives, parce que c'est dans ce registre que ça se joue aussi. Et je reviens sur la confiance en soi.
Je prends toujours un exemple. Est-ce que vous habiteriez avec un colocataire dans lequel vous n'auriez aucune confiance? Alors, je sais que ça peut arriver de temps en temps, mais est-ce que vous le feriez? Alors, pourquoi vous ne vous faites pas confiance puisque vous allez vivre toute votre vie avec vous-même? Donc, pourquoi est-ce que vous ne vous feriez pas confiance? Comment pouvez-vous habiter avec vous-même sans vous faire confiance? C'est juste pas pensable. Vous ne le feriez pas avec quelqu'un d'autre. Et avec vous, vous l'autorisez. Alors, comme c'est un problème d'autorisation, autorisez-vous à passer à l'action. Ah, je crois qu'on avait des problèmes techniques. Oui, je voulais vous montrer aussi ça. Voilà, voilà, c'est apparu tout seul, je ne sais pas comment ça a fait. Je voulais vous montrer aussi ça. Donc là, on fait le lien avec Maslow. On voit bien que l'estime de soi, c'est une étape. Une étape. Alors, sur Internet, vous allez trouver que dans l'estime de soi, il y a le sentiment d'appartenance. Et je voulais vous montrer ça pour que vous compreniez. Alors, on sait que certains niveaux peuvent être concomitants aussi chez Maslow, mais voilà dans la classification comment vous voyez bien que le sentiment d'amour, le sentiment d'appartenance n'est pas au même niveau que l'estime de soi. Ça merde un petit peu. Je ne sais pas si je suis toujours là, moi. Ouais, tu es là. Enfin, moi, je te vois, donc je ne sais pas si le public te voit, mais moi, je te vois. Je t'entends aussi. Ça a l'air bon pour moi. Donc, du coup, dans cette pyramide, on voit bien qu'on a ce concept d'estime de soi qui est au-delà du sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance nous construit. Pour autant, ce qui nous aide à construire l'estime de soi, qui est au-dessus, il n'est pas l'estime de soi. Et suivant les équilibres, donc on a vu qu'il y avait 3 piliers. Hein, je vais revenir sur, je peux, sur celui de Jean-Charles. Ah, je ne sais pas. Voilà. J'arrive pas à remettre ton slider, Jean-Charles. Je voudrais revoir ton slider. D'accord. Donc, voilà. On a quelques soucis techniques, j'ai l'impression. Donc, on voit que dans ces 3 piliers, un est construit par vos parents, un autre est construit par vous, par l'expérience de vie que vous faites, par ce que vous allez vivre aussi, c'est votre confiance en vous. Et enfin, il y a l'image de vous. L'image de vous, elle va être constituée parce que vous empruntez à la morale, vous empruntez à des valeurs personnelles. Et ça va vous donner votre image de vous. Alors, il vaut mieux avoir une image fausse, votre vision de vous, hein, votre image de vous. Elle sera fausse de toute façon. Alors, à être fausse autant qu'elle soit positive. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que si elle est fausse, il vaut mieux la choisir positive si de toute façon elle doit être fausse. Et si elle doit être fausse et qu'elle est positive, eh bien, elle va nous constituer. Parce que si j'ai une haute image de moi, je suis solide. Ça va me donner une base solide. Même si je n'ai pas confiance en moi, j'aurai une base solide. D'ailleurs, c'est l'équilibre après entre ces 3 piliers, qui va donner des caractéristiques assez particulières. Par exemple, regardez, quelqu'un qui aurait une haute image de soi et peu de confiance en soi. Ça va donner quelqu'un qui est ultra susceptible. Quelqu'un qui confond dans la pyramide de Dietz être et comportement. C'est quelqu'un qui va prendre pour lui, si vous lui faites une critique sur ce qu'il fait, qui le prendra de manière identitaire. Le décalage entre ces piliers donne des choses assez phénoménales qui vous caractérisent à chacun de nous, qui vont caractériser chacun de nous. Je fais une aparté là. Vous en êtes où de votre écriture des 5 phrases? Vous les avez? Allô? Je ne sais pas si Jean-Charles m'entend. Voilà. Oui, si vous les... oui. Okay. Il paraît que je suis revenu. Ah, tu es revenu, d'accord. Si vous les avez, vos 5 phrases, attendez, je regarde. Qui c'est qui les a? 4. Ah, 4, c'est pas mal. Oui, il y en a qui les ont. Alors, si vous les avez, je vais maintenant vous demander de choisir 2 autres mentors. Vous avez votre premier mentor.
c'est un exercice à part, hein, qui ne vient pas en complément. On finira la deuxième partie de cet exercice un peu plus tard. Voilà, tout le monde les a pratiquement, c'est magnifique. Même 8, ça c'est top, 8. Donc, maintenant que vous les avez, deuxième exercice, je veux 2 autres mentors. Je veux que vous identifiez 2 autres mentors, au même domaine de vie ou dans d'autres domaines de vie. C'est souvent dans d'autres domaines de vie. Hein. Donc, 2 autres mentors et notez ces 3 noms de vos 3 mentors en haut de votre feuille. Donc, je vous disais que sur les équilibres qui se jouent entre l'amour de soi, la confiance en soi et la vision de soi, ben ça va donner des caractéristiques dans vos caractères portés. Voilà. Dans vos caractères portés et notamment, suivant les équilibres, ben vous allez obtenir comme je vous dis, vision de soi haute, quelqu'un qui a une haute image de lui, mais qui n'a pas de confiance en lui, il va douter chaque fois que vous mettez en question, c'est son image qui sera en question. Et là, on va casser les gens. Alors, je ne sais pas si tu as un autre diagramme par catégorie. On va classer les gens dans 2 grandes catégories. Non, je n'ai pas le diagramme. Ah, d'accord. Donc, 2 grandes catégories. La première, c'est les gens qui ont une estime d'eux. Donc, l'équilibre dans ces 3 piliers très fort. Ces 3 piliers vont être forts. Alors, pas forcément au même niveau, mais très forts. On va avoir des gens qui sont dans une estime d'eux haute. Et des gens chez qui ça sera faible et qui auront une estime d'eux basse. Si ces piliers ne sont pas très bien alimentés, ça donne des gens avec une estime d'eux assez basse. Elle peut ne pas être mauvaise, mais pas forte. Qu'est-ce que c'est qui va différencier quelqu'un qui a une estime de haute et une estime basse? Celui qui a une estime haute a très peu sujet à aller vers la dépression ou des choses comme ça. Par contre, on peut avoir une estime de soi haute, mais instable. Vous connaissez certainement ces gens qui, dès qu'ils réussissent quelque chose, sont obligés de le dire à tout le monde. Ils sont plutôt bien, ils sont plutôt dans la réussite, mais ils prennent de la place parce qu'ils sont obligés d'étaler leur réussite. Ils sont obligés de dire « applaudissez-moi, applaudissez-moi ». Ceux-là ont une estime de haute et instable. Ils sont obligés de se prouver les choses. Il faut qu'ils sont dans une course effrénée à se prouver les choses. C'est pas trop mal déjà d'avoir une estime de soi haute. Quelqu'un qui a une estime de soi haute et stable ne sera pas dans l'humilité, mais il dira, il reconnaîtra ses talents, reconnaîtra ce qui lui appartient des autres, ne cherchera pas les applaudissements, sera plutôt ok, je vous remercie de votre reconnaissance, c'est gentil. Voilà. Ouais. Tu figes un peu, Jean-Charles. Ouais. Les problèmes techniques du côté de chez Jean-Charles. Donc, voyez la différence entre les deux. Il y en a un qui accueille et qui remercie, simplement, sans chercher à en avoir plus. Et l'autre qui a besoin toujours de s'alimenter. Il se nourrit à ça. Dans l'estime de soi basse, on a le même truc. Quelqu'un qui a une estime de soi basse. Par exemple, quelqu'un qui a une image de soi basse, une confiance en soi haute, aura une estime de soi basse, ça sera un truand. Image de soi, je suis une mauvaise personne. Pour autant, j'ai confiance en moi. Et là, vous avez un peu largué au niveau du réseau, là. Ouais. Des problèmes au niveau réseau. Donc voilà. Qui est éteint, je ne sais pas comment, mais bon. Ouais. Voilà comment va être le décalage. Estime de soi basse. Si vous avez une estime de soi basse et qu'elle est stable, c'est la pire des choses. Il vaut mieux qu'elle soit instable, qu'à des moments, elle puisse monter un peu. Si vous l'avez basse et qu'elle est instable, alors là, il aura beaucoup de boulot. Mais on est là pour vous suivre. Pas de problème. Je crois que Jean-Charles a des gros problèmes de réseau. Je me retrouve tout seul et je ne sais pas s'il avait des problèmes. Mais c'est pas grave, on va continuer. Je vous propose ça maintenant. Je vous propose, je ne sais pas si Jean-Charles revient ou pas, je vous propose ça. Au-dessus de ça, on a l'accomplissement de soi.
L'accomplissement de soi revient quand vous avez atteint ce niveau d'estime de soi. Quand vous êtes dans ce niveau d'estime de soi, à ce moment-là, vous pouvez aller vers un accomplissement de vous. C'est-à-dire une autre version de vous-même. Se remettre en question. Je vais essayer. Voilà. Un besoin d'actualisation de soi. On a, d'une part, les besoins fondamentaux. Quand ils sont constitués, on va vers des besoins de croissance personnelle. Et l'appartenance en fait partie. Le besoin d'estime de soi en fait partie. Mais le besoin d'aller vers de la réalisation personnelle en fait d'autant plus partie. Je vous propose maintenant de voir où vous en êtes. Voilà. Ouais, Jean-Charles a perdu son réseau et nous a donc abandonné. Donc, vous voyez, l'apprentissage, l'implication, l'amélioration du monde. Donc, quand vous êtes en train de vous former, d'apprendre des nouvelles choses, de vous reconvertir dans la vie, certes, vous êtes sur une transition, mais vous grandissez et vous êtes dans la réalisation du soi à ce moment-là. Et c'est ce que vous faites. Hein. Quand vous nous écoutez ou vous nous suivez, c'est ce que vous faites. Vous êtes en train de vous reconstruire. Et pendant cette période de confinement, pour faire ça, je ne sais pas du tout, voilà, c'est le bon moment pour faire ça. Je vous proposerai des émissions plus tard qui vont creuser la chose en plus en profondeur. Maintenant, je vous propose une chose. Les 5 à 8 phrases que vous avez notées, je vous propose d'aller maintenant les regarder. Et vous avez mis quelque chose du genre, ce que j'apprécie chez lui, c'est son courage, par exemple. Ce que j'apprécie chez mon mentor, c'est sa capacité, son altruisme, sa capacité d'écoute. Maintenant, je vous propose une chose. Si vous avez un miroir à porter, vous allez vous mettre face à ce miroir. Et vous allez lire les phrases. Et vous n'allez pas dire ce que j'apprécie chez lui. Vous allez parler à l'autre dans le miroir et vous allez dire ce que j'apprécie chez toi et parler au miroir comme ça. Ça y est, je suis revenu. Un selfie, ça marche aussi, ouais. Et quand vous avez fini, dites-moi quel effet ça fait. Je vous laisse juste le temps. Oui, c'est rigolo. Oui, ça peut faire pleurer aussi, oui. Voilà. C'est poignant. Hein. S'il y a de l'émotion, profitez. Profitez de l'émotion que vous offrez en faisant ça. Quelque part, c'est un cadeau que vous vous faites. Et puis, si vous êtes debout devant une glace, vous pouvez pas dire que c'est grâce à quelqu'un d'autre. Il y a plein de gens qui pensent que les émotions qu'ils ressentent sont liées au monde qui est autour d'eux. Et oui, les strokes, ils peuvent venir des autres. Maintenant, si les autres ne vous les donnent pas, comme disait ma grand-mère, donnez-les vous-même. Ne déléguez pas aux autres la responsabilité d'avoir une bonne image de vous. Oui, on dit ça remplit. Ça remplit. Alors,
Si. Oui, Philippe, vas-y. Vas-y, j'ai beaucoup parlé, à toi un peu. Ben oui, j'ai un réseau, donc autant que j'en profite. Si, si cette expérience vous apporte quelque chose, alors que c'est un mentor, ce mentor, vous l'aimez parce que il représente un idéal pour vous, eh bien, si en vous disant cette phrase, vous vous dites, ça me fait quelque chose, c'est parce que vous êtes en train d'avoir une révélation sur quelque chose qui est idéal chez vous. Le mentor, celui que vous avez choisi, c'est pas quelqu'un d'idéal, quel que soit l'idéal que vous avez choisi, c'est un humain comme vous et il a ses qualités, ses défauts, peut-être qu'il a réussi deux, trois petites choses, mais quelque part, s'il est important ce mentor, c'est parce que vous faites une projection sur lui de la meilleure partie de vous-même. Les Anglais disent la perception, c'est la projection. Ce que vous percevez du monde, c'est ce que vous projetez sur le monde. Donc, si vous voyez des qualités à un mentor, c'est que vous êtes sensible à ces qualités. Si vous êtes sensible à ces qualités, c'est que vous les avez à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que vous n'aviez jamais osé vous dire ces choses-là. Mais quand vous vous les dites, vous vous rendez bien compte qu'elles sont vraies. C'est parce qu'en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que ce que vous avez projeté sur les autres, c'est la meilleure partie de vous-même. Et là, vous êtes en train de faire ressortir cette meilleure partie de vous-même. Il y a des gens qui sont persuadés qu'on va devenir plus grand à force qu'ils nous disent qu'on est petit. Je ne crois pas que ça marche comme ça. Je crois que ça marche plutôt. Alors, chez certaines personnes, dites-leur qu'ils n'y arriveront jamais. Il y a des chances qu'ils se mettent à y arriver. C'est des gens qui sont très mismatch. Donc là-dessus, oui. Maintenant, vous voyez-vous grand. Ayez une image grande de vous-même. Comme disait Philippe tout à l'heure, mentez-vous utilement. Il n'y a rien de mieux que de se mentir utilement. Donc, mentez-vous utilement. Ce que vous avez touché du doigt, ce que vous avez vécu, si ça vous a impacté émotionnellement, et ça vous a impacté émotionnellement si vous avez fait l'exercice. Pourquoi c'est si fort? Parce que c'est de vos valeurs qu'il est question, des valeurs qui sont prioritaires pour vous, les plus importantes dans votre vie, celles qui peuvent déterminer votre vie. Certains ont compris que ça, c'est en lien avec votre mission de vie. Parce que cette valeur-là, celle que vous avez là, vous l'avez vécue là, vous venez de la vivre. Et elle vous détermine. Elle détermine ce que vous êtes dans votre être profond. Et si, dans votre enfance, quelqu'un me dit, si on a une enfance abominable, il est toujours temps d'avoir eu une enfance heureuse. Notre passé, c'est du passé, ça n'existe plus. On peut faire le choix de le maintenir. Nous, en thérapie brève, notre principal travail, c'est d'empêcher les personnes de passer à leur passé. Votre passé, il est derrière vous, il est dépassé, il est fini, il vous a construit. Vous n'êtes pas responsable de ce passé. Vous êtes responsable de ce que vous faites de votre futur, de votre avenir, de comment vous vous construisez aujourd'hui. Ça, ce sont des choix. Je peux choisir de me débarrasser et de culpabiliser mon passé. Je peux choisir de dire c'est à cause de ça là-bas. Non, c'est ici que l'action se passe. C'est dans le maintenant. Et si on ne m'a pas donné les armes pour me construire dans le passé, c'est pas grave. Je peux me les donner dans le maintenant. Je peux me donner les choses moi aujourd'hui. Et si vous avez fait cet exercice, vous avez vu comment ça vous a impacté. Vous faites ces cadeaux-là. Parlez-vous. Tout à l'heure, quelqu'un me parlait de petite voix intérieure. C'est souvent pas la nôtre. Souvent, elle fait que ressasser ce que nos parents nous ont dit. Et c'est pas toujours du joli. Choisissez d'avoir une voix intérieure positive ou de ne pas en avoir du tout d'ailleurs. Choisissez de vous dire j'y vais, je fonce, j'agis, je suis moi. Parlez-vous dans un miroir, parlez-vous à vous-même pour vous dire je t'aime. Combien de fois vous vous dites je t'aime par jour, par mois, par semaine, par an? Combien? Pas beaucoup, hein? Alors, un des meilleurs slogans publicitaires qui soit, c'est celui de L'Oréal, parce que je le vaux bien. Ouais. En fait, avec ce slogan, ils ont mis le doigt sur une carence
de la pensée judéo-chrétienne, vu que en fait c'est pas très judéo-chrétien de se dire je t'aime, tu es formidable, et quelque part ils sont arrivés à aller dans un vide, un endroit où il y avait rien, et avec un slogan extrêmement fort, extrêmement court, très identitaire pour vendre des cosmétiques, il n'y a pas mieux, parce que je le vaux bien. Et vous le valez aussi, vous le valez bien, peut-être pas parce que vous avez fait, mais parce que vous êtes, vous le valez. Donc, à vous d'utiliser ça. À vous d'utiliser ça. Mais de temps en temps, c'est vrai que la vie nous a froissés. La vie nous a mis dans une situation et on est convaincu que à cause de ce qu'on a vécu dans la vie, vas-y. Hop, pardon. Je me suis trompé de bouton. Voilà. À cause de ce qu'on a vécu dans la vie, on est obligé d'être malheureux aujourd'hui. Quelque part, quand on est dans le cadre pourquoi, je vais aller chercher dans mon passé les raisons qui font que je suis malheureux aujourd'hui. Mais c'est terrible comme démarche parce qu'en fait, si jamais je trouve, ça veut dire que j'ai raison d'être malheureux vu que j'ai vécu ça. Vous voyez, le plus grand malheur qui puisse vous arriver, c'est de trouver une bonne raison pour être malheureux aujourd'hui. Ah oui, je suis malheureux aujourd'hui parce que j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Et je pense que le mieux, c'est de comprendre comment aujourd'hui vous déclenchez votre malheur relativement à ce qui s'est passé derrière. Donc, quelque part, oui, il y a des choses qui se sont passées. Oui, alors, il y a des gens que je connais très, très bien Ah, t'as un billet, Philippe? J'ai un billet. Il vaut combien? 50 euros. 50 euros. Vous voyez, ce truc-là, ça vaut combien? C'est pas mal quand même, 50 euros. C'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Ça a une certaine valeur. Et vous, quand vous êtes né, vous aviez une valeur. Vous vous rappelez, vous avez tenu un bébé dans vos bras déjà plusieurs fois. Moi, chaque fois que j'en tiens un, c'est un grand moment parce que c'est tellement… On ne sait plus comment le prendre. C'est tellement… La valeur, elle est énorme. Ça, c'est que dalle à côté. Elle est énorme, cette valeur de ce qu'on tient dans les mains. Eh bien, on a peur de le faire tomber. C'est pas rassurant, mais c'est à la fois tellement merveilleux. Et puis après, on grandit. On grandit. Et la vie nous chahute. La vie nous chahute. Et vous voyez ce billet, il vaut 50 euros. Voyez? Voilà. Là, je ne peux pas y sauter dessus à pieds joints, mais des fois, je le fais. Juste pour me rappeler une chose. Juste pour me rappeler que ce truc-là, c'est du papier. Et maintenant que je l'ai fracassé, il vaut combien? Quelle est sa valeur maintenant? La même qu'au début. Vous êtes des êtres humains. Comment, quand vous naissez, vous avez une valeur inestimable? Comment? Parce que vous faites chahuter par la vie, parce que certains vous qualifient, parce que certains ont des mauvaises images de vous. Comment votre valeur pourrait-elle changer? Là, vous n'êtes pas la valeur de ce que vous produisez. Vous êtes un être humain. Si ce billet qui est juste du papier n'a pas changé de valeur, comment, malgré les tourments de la vie, vous pourriez changer de valeur? Alors ne croyez pas ça. Vous avez la même valeur qu'au départ, une valeur inestimable. Et si vous arrivez à équilibrer ce pilier par l'action, par la confiance en soi qui se développe, si vous vous aimez, et moi, je vous ai demandé de prendre 3 mentors, eh bien, faites le même travail sur les 3 mentors. Le travail que vous avez fait sur le premier, vous le faites sur les 2 autres. Et régulièrement, vous lisez ces phrases dans un miroir. Et vous allez voir comment votre amour de vous, votre estime de vous va se dropper en très peu de temps. Si vous le faites pendant une semaine, pendant un mois, vous allez vous booster, vous transformer. Et quand vous avez un doute sur quelque chose, quand vous avez un doute, je ne sais pas quelle décision prendre, eh bien, prenez 3 chaises. Et sur chacune de ces chaises, vous posez un de vos mentors. Vous dites,
Vous mettez juste un mot avec le nom du mentor, ou dans votre tête, vous dites celui-là c'était le mentor. Et puis vous vous asseyez sur la chaise, et vous devenez le mentor puisqu'il est en vous. Et vous vous posez la question. Toi, le mentor, qu'est-ce que tu prendrais comme décision, toi, là, dans telle circonstance? Puis vous passez à la deuxième chaise et vous reposez la même question. Et puis la troisième chaise, et vous vous reposez la même question. Et puis vous regardez les trois chaises. Vous sortez des chaises, vous regardez les trois chaises, et vous allez voir que la synthèse de ces trois réponses va naître en vous. Et vous saurez ce qu'il faut faire. Vous saurez comment agir. N'oubliez pas, il n'y a que l'action qui est le changement. Dans la tête, ça compte pas, c'est de l'intellectualisation. Seules nos actions provoquent le changement. Si vous n'agissez pas, rien ne bougera dans votre estime de vous, rien ne bougera dans votre réalisation de vous. Si vous agissez, vous allez voir, c'est un levier formidable que ces trois mentors. Ils vous aident à vous construire, ils vous aident à décider. C'est des clés formidables à porter en soi. Et si vous agissez, le changement arrivera inévitablement dans le bon sens. Je te laisse la parole. J'ai beaucoup parlé. Oui, mais qu'est-ce que tu veux ajouter à ça? Ça avait le goût, l'odeur et la couleur du mot de la fin. J'ai rien de puissant pour mettre derrière ça. J'ai rien de puissant. Je pense que en synthèse, on a une première croyance à avoir. Si pour vous, les gens qui ont une haute estime de soi, c'est un problème. Ce ne sont pas des exemples pour vous parce que justement ils manquent d'humilité. Là-dessus, il va falloir que vous travailliez sur votre système de croyance parce que vous ne pouvez même pas rentrer dans cette conférence vu qu'on est parti du principe qu'il n'y avait pas de croyance limitante sur l'estime de soi. Mais c'est une énorme croyance limitante. Après, pensez au billet, la valeur, parce que je le vaux bien, pensez à l'exercice, construisez régulièrement une image dans un... Imaginez une galerie de portraits comme on faisait dans les familles de familles bourgeoises, des familles nobles, et imaginez que le portrait, il y a le vôtre dans la galerie des portraits. Et mettez un portrait immense avec un beau cadre. Et il y a une image de vous formidable, régulièrement. Voilà. Donc, ajoutez quoi? Ajoutez que on a un programme. Le programme qui suit pour les cafés à 14h samedi, vous avez quelque chose qui s'appelle Je fantasme, donc je suis, et qui sera animé par Laure Roussel et Alain Héril. Dimanche, c'est une journée spéciale speed hypnose ludique. Alors, la speed hypnose, c'est un super exercice pour la confiance en soi parce que par définition, on va se lancer sans savoir si ça va marcher. Et dans la speed hypnose, on aime beaucoup l'action de masse parce que ça marche pas sur tout le monde. Donc on fait des expérimentations. Lundi, vous avez toujours auto-hypnose avec Franck Platzek et Christophe Kinbeiter. Mardi, systémique familiale avec Laure Roussel et Stéphane Bini. Mercredi, les rêves avec Laure Roussel et Alain Héril. Et puis cet après-midi, le tea time, c'est gérer vos émotions. C'est une séance guidée par Élodie Marron. Voilà. Donc vous avez un programme qui est en train d'arriver. Nous, on n'arrête pas. Pour nous, c'est essentiel de rester présent auprès de vous. On est très content d'avoir cette opportunité de maintenir le lien malgré la situation, le confinement. Et après tout, ça aura été l'expérience de quelque chose parce qu'il y a beaucoup de gens de votre côté qui me disent mais n'arrêtez pas après le confinement. Je pense qu'on ne va pas arrêter après le confinement. Alors, peut-être qu'on en fera moins parce qu'on sera souvent dans les salles de formation, mais on ne va pas arrêter parce qu'on a appris des choses. On a appris à être devant une caméra. On a appris pas mal de choses. Philippe, je te laisse le mot de la fin. Juste un dernier message. On a reçu quelques vidéos suite
au Café Synapse d'hier. Envoyez-en plus. C'est assez amusant. On a déjà quelques perles qui sont arrivées. Envoyez-en plus. On va s'amuser là-dessus. Voilà. Alors, je vois, merci à tous les deux ainsi qu'à Loïc. Aujourd'hui, ce n'est pas Loïc, c'est Florent qui est avec nous à la régie. C'est Florent qui assure la régie aujourd'hui. Alors, si tu es une caleçon, tu peux te faire apparaître pour qu'on voit ton visage. Il est peut-être tout nu, remarquez. On ne sait pas. Alors, je vous dirais, n'oubliez pas une chose. Vous n'êtes pas responsable de ce que l'on a fait de vous. Votre enfance, vous n'en êtes pas responsable. Donc, ne la traînez pas comme un boulet. Par contre, vous êtes responsable de ce que vous faites, de ce qu'on a fait de vous. Tout votre avenir, il dépend de vos choix et uniquement des choix que vous ferez. Donc, donnez-vous les moyens de faire le maximum de choix heureux possible. Je vous dis à très bientôt et synapsez-vous. Synapsez-vous.